Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 29 mars, voici les titres. Les jeunes filles et les femmes sont les premières affectées par les changements climatiques. Pour aborder cette problématique, un événement s'est déroulé en parallèle de la conférence sur l'eau à l'ONU sous l'impulsion de l'association Girl Rising. Reportage dans quelques instants. Nous vous dévoilerons également dans ce journal en avant-première les images de l'exposition de Georges Condo. L'artiste américain va s'installer à la Villa Paloma à partir du 31 mars. Nous recevrons à ce sujet Didier Ottinger, le commissaire de l'exposition. Nous vous emmènerons ensuite découvrir la fondation Kate Powers. Elle vient d'être inaugurée et soutient les actions dans les secteurs de l'environnement, de l'éducation et du bien-être. TikTok est en train de conquérir le monde comme jamais, aucune application avant elle. Mais ce succès pose de nombreuses questions autour de la dangerosité de ce réseau social. Anouche Setiaga, journaliste spécialisée des nouvelles technologies, nous expliquera en quoi TikTok peut menacer notre tranquillité et surtout celle de nos enfants. Mais nous débutons ce journal avec le Fonds vert pour le climat de l'ONU. Il a fait halte à Monaco à l'occasion de sa tournée mondiale de reconstitution des ressources. Les représentants du fonds ont ainsi été reçus au ministère d'État afin d'évoquer le partenariat de Monaco, les résultats du fonds et sa vision stratégique pour la période à venir. Vanessa Dessy était sur place, un reportage sur des images d'Alexandra Marangoni. Opérationnel depuis 2015, le Fonds vert pour le climat est le plus grand fonds multilatéral mandaté pour soutenir l'action climatique dans les pays en développement. Depuis sa première reconstitution fin 2019, le fonds a investi près de 12 milliards de dollars dans plus de 200 projets. Le but étant de favoriser un développement bas carbone. I would like to believe that the Green Climate Fund is at the center of the world climate architecture, but if I think about the climate problem at $100 billion per annum, a few years ago it's now considered a few $1 trillion of an issue. And for us, we're less than 3% of that. But we are the largest climate-focused fund nonetheless, and so that expertise is there. I think probably what's more important to discuss is really how can we bring more funding and more programming into climate action for the world. It's been a pleasure meeting with the government of Monaco. Monaco is our largest contributor on a per capita basis, and that is not insignificant. I think the leadership of Monaco is demonstrated in the contributions. I think that it is really leads the rest of the world in the direction it needs to be. Fidèle aux engagements pris au titre de l'accord de Paris, le gouvernement princier a fait du financement climatique l'un des fers de lance de sa politique de coopération au développement. Monaco soutient le Fonds vert pour le climat depuis ses débuts. Sur le dernier triennium, nous avons financé le Fonds vert à hauteur de 750 000 €, ce qui en fait le premier bailleur per capita, donc ça c'est déjà un point important. Et ensuite, au sein de notre coopération globale, notre aide publique au développement, nous avons beaucoup de projets qui incluent des co-bénéfices climat, qu'ils soient pilotés par la direction de la coopération ou directement par le ministère. Et donc c'est une tranche très importante effectivement de notre aide publique à Monaco. À l'aube de la reconstitution des ressources financières du Fonds vert en octobre prochain, la principauté entend poursuivre son soutien. Nous vous parlions dans l'édition d'hier de la conférence sur l'eau qui s'est tenue la semaine dernière au siège des Nations Unies à New York. Un événement qui réunissait décideurs comme membres de la société civile et privée. À cette occasion, la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies a organisé un événement parallèle avec l'association Girl Rising. Le reportage sur place d'Alexandra Pani. Elles viennent du Kenya, de l'Ouganda, de l'Équateur ou encore des Bahamas. Elles sont venues partager leur expérience et leur action menée au quotidien sur le terrain à l'occasion de cet événement parallèle organisé par la mission permanente de Monaco durant la conférence sur l'eau des Nations Unies.
80% of the people affected by climate change are women and girls, and having a voice at the decision-making table is very important for us to achieve climate justice. And also having girls' education is a very good tool in achieving climate justice, because us women and girls can draw from our experience to offer solutions that will help in combating the climate crisis. Hilda fait partie du nouveau programme Future Rising lancé en 2021 par l'association Girl Rising, une initiative qui reprend la nécessité de permettre aux jeunes filles d'avoir accès à une éducation et à travers ce programme pour répondre aux enjeux des changements climatiques. Chaque année, 10 boursiers sont choisis âgés entre 17 et 25 ans. We're seeking young women who are working at the intersection of environment, gender and education. One of the most important things for us in our Future Rising program is to elevate the voices of the young women who are at the front lines of climate change and who are grappling every day with water crises in their community. L'événement organisé aux Nations Unies a pu mettre en valeur l'importance de l'éducation des jeunes filles et leur implication dans la lutte contre les changements climatiques. Chaque communauté est impactée différemment, sécheresse, cyclones, inondations, mais l'éducation des jeunes filles est un pas primordial dans la gestion de nos ressources. Et si vous désirez en savoir plus sur le mouvement Girl Rising, nous vous conseillons de regarder le documentaire du même nom, retraçant le portrait de 9 jeunes femmes et leur combat pour l'éducation. Autre actualité du jour, le ministre d'État vient de donner une conférence de presse ce mercredi en présence de 2 de ses ministres, Jean Castellini et Patrice Sellario. Le sujet, l'échange transfrontalier en matière de taxi et de VTC. Il faut savoir qu'à partir de ce samedi 1er avril et ce jusqu'au 31 octobre prochain. 300 vignettes seront accordées aux VTC et 20 vignettes pour les taxis venant de France. Pour cela, ils devront débourser la somme de 600 €. Ainsi, ces véhicules possédant la vignette pourront récupérer des passagers à Monaco pour pouvoir les transporter en France. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre des Finances et de l'Économie. Concrètement, ce qui prévalait jusqu'à ces prochains jours, si je veux dire en tout cas jusqu'au 31 mars, c'était le principe dit du chacun charge chez soi. Le professionnel français dépose à Monaco, mais ne peut pas recharger un client. Le professionnel monégasque dépose en France, mais ne peut pas recharger son client, notamment pour les professionnels dits de grande remise. Aujourd'hui, dans un intérêt, là encore, de prestation, de la qualité de la prestation de service qui est proposée aux clients et du nombre de congrès, de manifestations, mais aussi de touristes individuels qui vont venir en principauté, qui atterrissent notamment à l'aéroport de Nice, qui est cette plaque tournante de l'accès à Monaco. Nous souhaitons qu'il y ait la possibilité plus grande, plus libre pour les uns et pour les autres, de pouvoir à la fois charger sur son territoire son client, mais bien évidemment le ramener ensuite à son point de départ ou à un autre point, notamment sur le territoire français, puisque c'est également ce que nous demandent les professionnels. Plus de coopération, une meilleure adaptation des dispositifs mis en œuvre par leurs autorités, toujours pour faciliter leur travail et pour la meilleure qualité de service possible à leurs clients. Cette nouvelle disposition est une main tendue du gouvernement en espérant que des taxis ou des VTC de la principauté puissent à leur tour avoir la possibilité de récupérer des passagers en France et non seulement de les déposer. Les négociations sont d'ailleurs en cours et pour clore ce dossier, sachez que très prochainement, une flotte électrique composée de 26 véhicules viendront étoffer l'offre des taxis monégasques, notamment pour les déplacements intramuros. Du 31 mars au 1er octobre 2023, la Villa Paloma va abriter une incroyable exposition de Georges Condo qui s'intitule Humanoïde. Pour connaître les contours de cet événement, nous recevons dans ce journal Didier Ottinger, commissaire de l'exposition. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question sur la préparation de cette exposition. Comment avez-vous travaillé à distance avec Georges Condo qui vit, on le rappelle, aux États-Unis ? Alors on a fait des listes et des listes et des listes parce qu'il fallait adapter l'œuvre de Condo qui est quand même très vaste,
on pourrait dire même pléthorique, à un format d'exposition qui est quand même assez réduit. On est dans une villa qui comporte 6 salles et il fallait trouver les œuvres qui correspondent aux 8 chapitres qui constituent l'exposition. Donc ça a été un jeu d'affinement permanent pour trouver le bon tableau au bon format dans la même salle, sachant en particulier que tous les espaces n'ont pas la même hauteur. Donc il fallait aussi identifier des tableaux qui puissent aller dans tel et tel espace de la Villa Paloma. Justement, un mot sur le travail de Christophe Martin, le scénographe. Oui, alors le scénographe a évidemment formaté les salles, il a ouvert certains espaces pour que des tableaux bénéficient d'une lumière naturelle, il a créé un environnement particulier pour les sculptures de Georges Condo, et vous verrez, le résultat est très spectaculaire. De votre côté, comment avez-vous un petit peu constitué votre travail en tant que commissaire de l'exposition ? Alors, la Villa Paloma comporte 3 niveaux de salles d'exposition, et dans chacun de ces niveaux, il y a 2 salles. Donc, ça nous donnait, allez, on va dire 6 salles qu'il fallait structurer pour essayer de rendre compte d'un parcours artistique qui est extrêmement développé, puisque c'est quelqu'un qui peint beaucoup, Georges Condo, mais qui peint toujours d'une certaine façon le même sujet, à savoir la figure humaine. Donc il fallait classer ces figures en fonction de catégories, comme vous le verrez, une salle consacrée aux figures féminines, une autre consacrée aux personnages réels qui l'ont inspiré, une autre qui est consacrée au lien de la peinture de Condo avec les maîtres anciens. Et voilà, ça fait un parcours de visite qui à la fois provoque des rythmes dans la visite, on ne voit pas la même chose d'une salle à l'autre, et en même temps cartographie l'ensemble de l'œuvre de Condo. C'était le but de l'opération. Il fallait, dans un format d'exposition somme toute restreint, quand même, pour le public monégasque et français, donner l'idée d'une exposition rétrospective. Et c'est ce qui apparaît au final dans cette exposition. Et justement, je vous propose d'écouter Georges Condo. L'artiste nous dévoile ses inspirations pour faire naître les humanoïdes. Il nous parle aussi de l'importance de faire une exposition ici même, en Principauté. Écoutez-le au micro de Juliette Rappert. The humanoids are abstractions of the external self of an imaginary portrait. And what they do is they reveal the inner emotions of the character on the outside. So you can kind of see what's happening in the mind of the subject. And one of the ideas is to kind of destroy the linearity and the chronology of art and think that there's no reason to think that something done 10,000 years ago couldn't be as contemporary as today. Well, it's a real honor to be invited to do an exhibition in Monaco. You know, to choose the Villa Paloma as a place to show, which is a beautiful building. Instead of people looking at Ferraris and Rolls Royces, they can look at paintings and sculptures. On entendait Georges Condo à propos de son envie de faire une exposition à Monaco. C'est vrai que c'est un véritable événement de recevoir un tel artiste en Principauté. C'est vrai que c'est une chance et il y aura bientôt sans doute, enfin il y en a eu déjà des expositions dans des très grands musées européens et américains. Le fait qu'il nous donne cette exposition en Principauté est vraiment, il faut le mesurer, une chance assez exceptionnelle, oui, en effet. Georges Condo relève aussi à travers son œuvre globale, on en a parlé, mais un vrai défi en s'emparant du cubisme et en l'humanisant. Avec votre œil expert, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous regardez ces œuvres ? Eh bien, on voit que le travail de Condo, c'est un travail d'investigation psychologique. C'est quelqu'un qui nous le disait au fil des visites qu'il a pu faire dans cette exposition, peint certes ses contemporains, mais se peint lui aussi. Et chacune des images pourrait être une image de l'artiste lui-même, c'est-à-dire de ses états d'âme, de ses pulsions, de ses désirs, de ses peurs, etc. Mais c'est aussi l'image d'un monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ça aussi, Georges Condo nous l'explique assez bien, si ces images de figures sont fractionnées, c'est parce que le monde actuel est fractionné et qu'il est difficile aujourd'hui d'imaginer une forme et une psyché qui soit sereine, calme, ramassée à l'intérieur d'un dessin qui serait un cercle parfait, par exemple. J'ai l'impression également que son travail nous inspire aussi celui des caricaturistes, une façon singulière finalement de réinventer la figuration.
Oui, alors on peut dire qu'il se réclame d'un cubisme, mais pas de n'importe lequel. On se souvient, nous les historiens d'art, qu'il y a eu un visiteur important dans l'atelier de Picasso, au moment où Picasso commençait l'aventure du cubisme. Ce personnage était Félix Fénéon, qui était un grand critique d'art à l'époque, on est en 1907. Il découvre les Demoiselles d'Avignon de Picasso et il dit à Picasso, « Jeune homme, vous devriez faire de la caricature ». C'est-à-dire que cet homme était visionnaire dans le sens où il a vu que le cubisme n'était pas une exploration formelle qui allait conduire par exemple à l'art abstrait, mais que c'était une aventure de nature psychologique. C'était une volonté de décrire au plus près la psychologie des modèles de Picasso en l'occurrence. Et c'est dans cette tradition-là évidemment que s'inscrit Georges Condo. Merci beaucoup à vous Didier Ottinger d'avoir répondu à nos questions et surtout de nous avoir donné envie d'aller découvrir l'exposition de Georges Condo à la Villa Paloma. Merci à vous. Hier soir au Novotel s'est tenue la soirée de clôture du dispositif à l'école du goût. Mise en œuvre en partenariat avec l'association Monaco Goût et Saveurs, cet événement a permis à des jeunes élèves de la Principauté de réaliser 135 recettes auprès de chefs expérimentés. Et cette année, le thème culinaire tournait autour de la crevette et de l'avocat. Une belle initiative en tout cas qui permet d'éveiller les papilles des écoliers et qui suscitera peut-être des vocations chez certains qui ont d'ailleurs reçu ce soir-là leur diplôme des petits chefs du goût. Un mot de sport à présent avec le Rolex Monte Carlo Masters qui s'apprête à accueillir le 8 avril prochain un plateau de joueurs exceptionnels avec notamment la participation des 20 premiers mondiaux au classement ATP. Et justement, les 4 wildcards du tableau final viennent d'être dévoilés. Les 2 premières invitations sont attribuées à 2 anciens vainqueurs du tournoi monégasque, à savoir l'Italien Fabio Fognini, 91e au classement ATP, et à Stan Wawrinka, 87e. La 3e carte revient à Jack Draper, 43e au classement et âgé seulement de 21 ans. Enfin, la 4e et dernière invitation est fort logiquement donnée au numéro 1 monégasque Valentin Vachereau. S'ajouteront à ce tableau final les 7 joueurs issus du tableau de qualification, soit un total de 56 joueurs. L'AS Monaco FC a lancé ce mercredi Unseme au stade Louis II. Signifiant ensemble en monégasque, Unseme a pour vocation de renforcer et pérenniser le lien qui existe déjà entre l'AS Monaco et les communes et clubs amateurs de la région. Un engagement gagnant-gagnant avec 10 communes qui permettra la mise en place de nombreuses passerelles sur divers volets, expérientiels, billetterie, merchandising, pédagogique ou encore sportif. À travers ce programme qui s'inscrit dans la continuité d'initiatives telles que Kids Tour, l'AS Monaco réaffirme sa volonté d'aller au contact des acteurs de son territoire et poursuit ainsi sa politique d'enracinement local. Née en juillet dernier, la fondation Kate Powers vient d'être lancée officiellement hier soir à l'occasion d'une soirée au restaurant Le Twiga. Et vous allez le voir, de nombreuses personnes ont fait le déplacement, dont le prince Albert II. Le reportage de Crisinda Tomel et Alexandra Marangoni. Elle a su se faire aimer de tous et elle laisse derrière elle un souvenir impérissable. Une foule entière se pressait hier soir devant les portes du Twiga pour venir rendre hommage à celle qui a fondé le célèbre établissement, le Stars & Bars, Kate Powers, disparue il y a bientôt 2 ans, et puis pour le lancement également officiel de la nouvelle fondation Kate Powers Foundation. Sa disparition le 30 août 2021 avait jeté un voile de tristesse sur la principauté. Une fondation porte donc désormais son nom et entend bien poursuivre les combats de Kate et agir pour Monaco sur des questions environnementales. La fondation a été créée pour poursuivre l'héritage de Kate qui a initié les projets d'écologie, de communauté et de renforcer cette unité qu'on a à Monaco. Notre premier projet, c'est d'installer les filtres, les fontaines de l'eau. Oui. C'était un projet qui tenait à cœur à Kate? Oui, Kate, elle était fan de l'eau propre. Et donc aujourd'hui, on récoltera les fonds pour installer les filtres de l'eau à l'école et partout à Monaco. Et si plus de 400 personnes étaient présentes ce soir-là, entourées de nombreux proches de Kate, dont son amie Annette et son complice de toujours, Didier, très ému par autant de ferveur, et qui a imaginé le temps d'un instant ce qu'aurait dit Kate si elle avait été présente à cette soirée. Je pense qu'elle était très
Contrôleuse, oui, mais elle est pudique d'un côté, donc elle va tout contrôler, mais après, non. Non, non, pas ça, pas comme ça. Pas, non, simple, simple, simple. Mais bon, je crois que c'est assez simple. Et les gens sont vraiment authentiques. Je vois des gens depuis le Texan là, qui sont là et c'est super. Je crois que c'est tout à son honneur et c'est super pour la principauté. Kate, on est là, tu es là, on est ensemble. C'est Monaco, c'est une fête, c'est pour la planète, c'est pour le bien-être, c'est toutes les choses que Kate travaille pour. Est-ce que c'est un moment émouvant justement que tous ces gens, beaucoup de monde ce soir sont venus pour Kate? Il n'y avait personne à Monaco qui n'était pas touché par Kate. Et c'est clair ce soir, il y a 400 personnes, toutes les personnes, tous les quartiers, tous les travails. Elle a touché tout le monde. Tout le monde est touché d'être là ce soir parce que c'est une opportunité pour continuer le travail de Kate. Quand j'ai rencontré Kate, j'ai rencontré un ange. Donc je comprends pourquoi peut-être elle est partie trop tôt. Mais maintenant, quand je vois le nombre de personnes ici, le respect qu'elle a donné, les gens sont là, c'est incroyable. C'est quand même très pur. Ouais, je suis très content et très fier que cette fondation existe et qu'on continue. Parce que je crois qu'elle a semé des super graines pour vraiment prendre conscience qu'on doit faire quelque chose. Une fondation pour perpétuer donc les combats de Kate. Très active pour la communauté monégasque, Kate Powers savait mobiliser les citoyens pour des actions concrètes, comme pour le ramassage des déchets et des mégots en particulier qui polluent l'espace urbain. Soucieuse par la problématique du plastique retrouvé dans la mer, Kate se battait au quotidien aussi pour cette cause. L'eau pour elle tenait une place importante dans sa vie, c'est pourquoi l'installation de fontaines à eau dans différents lieux de la principauté est si capitale pour la fondation, car cela contribuera à réduire considérablement la consommation de plastique. Et à l'heure de refermer ce reportage, nous terminerons avec les mots de Kate. Faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites et faites la différence. C'est l'application qui rend absolument fou tous les jeunes avec des centaines de millions d'utilisateurs mensuels. TikTok est en train de ringardiser complètement tous les autres réseaux sociaux. Mais malgré cette énorme cote de popularité, de nombreuses critiques et scandales viennent entacher son image. Anouche Setiaga, journaliste spécialisée en nouvelles technologies, a accepté notre invitation pour nous parler justement des dangers de TikTok et nous dévoiler comment mieux protéger nos enfants face à eux. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci beaucoup d'être avec nous sur Monaco Info pour nous parler donc de TikTok. TikTok qui est utilisé, c'est vrai, par la grande majorité de nos ados et même de nos enfants. Certains parlent de ce réseau social comme étant une vraie drogue digitale. Pourquoi, selon vous, plaît-il autant aux jeunes ? Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour ce réseau social pour plaire aux jeunes. Les mini-vidéos, c'est ce que Facebook Meta n'a pas réussi à lancer. C'est vraiment un de leurs gros échecs. Le côté like, très important. Le côté faire partie d'une communauté. Et puis aussi toutes les modes, tous les défis qui ont été lancés sur TikTok. Et en plus, tous les filtres. Voilà, tous ces ingrédients font que ça marche. C'est devenu viral avec aujourd'hui plus d'1 milliard d'utilisateurs sur la planète. On va parler des nombreux problèmes liés à l'utilisation abusive de TikTok avec notamment de nombreux problèmes de concentration ou d'insomnie liés à la surexposition des écrans. Est-ce que l'on peut dire que nos enfants sont en quelque sorte en danger ? Je pense qu'il y a un risque pour les enfants lié plus globalement aux réseaux sociaux, on va dire. C'est vrai que TikTok, aujourd'hui, c'est quoi? C'est à peu près 1 heure d'utilisation en moyenne par adolescent qui a TikTok. C'est énorme. On le voit en Suisse, mais j'imagine que les stats sont les mêmes en France. 80% des adolescents utilisent ce réseau social. Donc là, c'est extrêmement important. Alors, ça prend du temps d'attention et ça prend aussi du temps de sommeil parce qu'on peut imaginer que l'utilisation de ce réseau se fait aussi pas mal le soir avant de s'endormir, ce qui peut provoquer évidemment des troubles du sommeil. Surexposition aux écrans, on vient de le dire, mais aussi... Surexposition aux écrans, on vient de le dire, mais on peut aussi parler d'une surexposition des corps et surtout des corps de jeunes filles qui sont, malgré elles, entre guillemets, sexualisées. Ça aussi, cela pose de gros problèmes car certains prédateurs utilisent ce réseau social. Il y a des prédateurs, mais il y a aussi les comparaisons entre adolescents. Je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a cette hyper-sexualisation des adolescents, des corps qui touchent surtout les jeunes filles qui sont à l'adolescence encore plus fragiles par rapport à l'image qu'elles ont. Ça
touche aussi évidemment aussi les garçons. Et tous ces filtres, je reviens au filtre Bold Glamour qui a été lancé il y a quelques jours, qui est extrêmement impressionnant. Même en passant la main devant son visage, ainsi le filtre reste actif derrière. Et on voit des résultats qui sont vraiment phénoménaux. L'IA, donc l'intelligence artificielle, fait vraiment des choses assez extraordinaires. Mais on peut imaginer qu'évidemment que dans la vraie vie, quand ces ados vont se voir devant leur miroir sans le filtre, ça peut poser des gros problèmes en termes d'estime de soi et de comparaison avec les autres. D'autant que certains jeunes sont prêts à tout pour obtenir des likes, que ce soit à se dénuder ou même à réaliser des challenges viraux très dangereux. On a vu ces dernières années qu'il y a en tout cas eu une dizaine de morts, surtout pour des adolescents qui sont lancés des défis les plus idiots les uns que les autres pour pousser un petit peu les limites, pour montrer aux autres qu'on est capable de faire certaines choses. Effectivement, il y a le côté problème de santé mentale qu'on a évoqué, mais aussi le problème d'intégrité physique qui est assez important avec ces défis vraiment incroyables. Et là, on peut imaginer que TikTok, comme d'autres réseaux sociaux, aussi Instagram, a une part de responsabilité pour modérer quand même nettement davantage ses contenus. Alors TikTok, outre les nombreuses critiques sur l'utilisation des très jeunes de ce réseau social, a aussi été pointé du doigt à cause de nombreuses fuites de données, notamment d'utilisateurs américains par le gouvernement chinois. Racontez-nous un petit peu ces dérives. Il y a deux choses par rapport à ça. Il y a le côté géopolitique, évidemment. Il y a une bataille très, très importante des États-Unis contre TikTok. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs l'affaire Huawei. Il y a quelques années, où Huawei était banni aux États-Unis et dans plein d'autres pays, l'opérateur télécom chinois. Le problème là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de preuves aujourd'hui d'espionnage de la part de TikTok et des utilisateurs. Et en comparant un petit peu ce que fait aujourd'hui TikTok dans mon téléphone avec ce que fait Instagram ou Facebook, on arrive plus ou moins aux mêmes choses finalement. Par exemple, un exemple tout simple, c'est quand vous cliquez sur un lien au sein de TikTok, ça va ouvrir un petit navigateur web à l'intérieur de l'application. Et là, tout ce que vous aurez écrit, mot de passe, copier-coller, tout cela sera aspiré et envoyé on ne sait pas où. C'est exactement la même chose pour Facebook. Facebook qui en plus, on l'a vu il y a quelques années, pouvait même se permettre d'aspirer les numéros de nos téléphones alors qu'il y avait aucune idée derrière ça. Et face à toutes ces dérives et tous ces dangers, comment protéger finalement ces enfants qui sont les principaux utilisateurs du réseau social ? Et le plus dur, c'est simplement un dialogue avec les enfants. Pas bannir TikTok, parce que de toute façon, la présence sociale de l'entourage sera tellement importante, mais plutôt expliquer à l'enfant les limites, les dérives, les risques liés à TikTok. Quelque chose de très intéressant qui a été voté dans l'État de l'Utah aux États-Unis la semaine passée, c'était interdire tous les réseaux sociaux, et pas seulement TikTok, aux enfants, aux mineurs, donc de moins de 18 ans, s'il n'y a pas une autorisation des parents. Et en plus, les parents, selon cette loi qui doit entrer en vigueur dans une année, auront droit à consulter tous les messages de leurs enfants. Alors, je pense que ça va beaucoup trop loin. Ça montre effectivement qu'il y a un problème, mais je pense que le plus important, c'est de dialoguer avec son ado, de prendre un moment de temps à autre le soir pour regarder un petit peu les choses ensemble, mais pas être trop intrusif. Et je pense qu'un bannissement en général n'est pas non plus la solution. Alors pour finir, dernière question, pour ne pas diaboliser ce réseau social à 100%, il faut le dire, TikTok n'a pas que des défauts et permet aussi de développer la créativité chez certains enfants et adolescents. Et puis aussi plein de choses qui se font. Vous parliez du côté créatif, le côté lien social qui est important, le côté découverte, le côté apprentissage. Petite parenthèse d'ailleurs, on sait que la version chinoise de TikTok met nettement en avant des côtés scientifiques, des côtés découvertes, alors que le côté occidental, l'application occidentale, elle met plutôt en avant des contenus qu'on peut qualifier comme abrutissants d'un certain point de vue. Merci à vous, Anouche Setaga, d'être venu sur notre antenne pour nous parler des dérives du réseau social TikTok. Merci. On reste dans le domaine de la technologie avec Monaco Télécom qui se perfectionne. En effet, grâce à une formation de leurs employés et à une réorganisation de l'entreprise, Monaco Télécom se veut offrir un meilleur service client par téléphone. Perrine Boger et Thomas Deus ont rencontré à ce sujet Martin Perronnet, directeur de la société. Écoutez-le. On a décidé de créer un service client complètement à l'intérieur de Monaco Télécom, dans les locaux de Monaco Télécom, et surtout organisé par ce qu'on appelle des régions. C'est-à-dire que Monaco on l'a divisé en 5, et à chaque fois on a une équipe de 3 personnes. Donc quand vous appelez, vous ne tombez pas sur un conseiller, vous tombez sur votre conseiller, sur celui qui connaît
précisément les rues où vous habitez, qui peut connaître mieux les problématiques auxquelles vous pouvez être confronté et qui sera à même de suivre votre cas, votre dossier jusqu'au bout de façon totalement personnalisée. On a voulu vraiment réinventer la relation client, essayer d'exprimer le mieux la qualité de ce que doit Monaco Télécom à la communauté des résidents et des entreprises à Monaco, en créant quelque chose de très personnalisé, en jouant à fond sur la proximité et donc en s'éloignant totalement des vieilles images de grands plateaux d'appel dans lesquels on n'obtient jamais la réponse à laquelle on attend. Et comme chaque soir, nous faisons un point sur vos prévisions météo. Pour cela, nous retrouvons Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Pas de changement notable demain. Le temps restera très agréable sur le territoire. Les températures oscilleront de 11 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 19h55. Et nous fêterons les Amédées. Vous avez pu entendre dans ce journal l'artiste Georges Condo et le commissaire de l'exposition Didier Ottinger. Nous vous proposons ce soir des images de Frédéric Nébinger qui s'est lui aussi rendu en avant-première pour découvrir Humanoïde à la Villa Paloma. C'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez Émilie Rousseau à la présentation. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur Monaco Info. Bonne soirée.